La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonsoir à tous et bienvenue sur le webinaire L'innovation clé pour l'accélération de la sortie de crise. Cette conférence en ligne se déroule dans des conditions particulières car nos intervenants sont tous à distance. Ce webinaire aura une durée de 45 minutes, dont une trentaine de minutes de débat et 15 minutes environ de questions. J'en profite pour vous indiquer que vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le webinaire par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos 3 intervenants du jour. Fela Himalayenne, qui sera notre animatrice aujourd'hui. Bonjour Fela. Bonjour à tous, bonsoir. Gilles Vermo-Desroches. Bonjour Gilles, je te laisse te présenter. Bonjour, Gilles Vermo-Desroches, je suis directeur développement durable de Schneider Electric et aussi vice-président du Global Compact France. Merci Gilles. Et pour terminer, Fabien Mathieu. Bonjour Fabien. Bonjour, Fabien Mathieu, je suis partenaire chez Heming, qui est une société en business performance consulting et en charge notamment des secteurs de l'innovation, de la fiscalité et des opérations. Merci Fabien. Je laisse maintenant la parole à Fela pour débuter ce webinaire. Fela, c'est à toi. Merci beaucoup Delphine. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour parler de l'innovation comme d'une clé de l'accélération de la sortie de crise. Moi, je suis déléguée générale du Global Compact France et j'ai le plaisir je vous remercie déjà pour me donner cette opportunité de présenter ce qu'est le Global Compact France. Alors, c'est une initiative onusienne qui est née dans les années 2000 sur une impulsion du secrétaire général de l'époque qui s'appelle Kofi Annan et qui s'est dit voilà, les enjeux auxquels le monde fait face sont tellement énormes, enjeux évidemment environnementaux, sociaux, etc., que les États seuls ne peuvent pas y arriver. Et il a fait appel aux entreprises pour que organismes onusiens et secteur privé s'unissent pour trouver des réponses communes. Cette dynamique, cette initiative a débouché sur ce que vous voyez qui apparaît, qui c'est un texte de 10 principes, qui sont les 10 principes du Global Compact, qui sont catégorisés en 4 thématiques: les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement, la lutte contre la corruption. Et ce sont des principes que les entreprises sont invitées à respecter. Elles les signent et elles rejoignent le mouvement. Ce mouvement, c'est 13 000 entreprises dans le monde aujourd'hui et puis 1200 entreprises en France. Donc ça, on est très, très fiers. Cocorico, c'est une entreprise sur 10 dans le mouvement. Ce qui est important aussi pour nous en France, c'est la place qui est accordée aux PME dans ce mouvement. Elles sont 50%. Et ça, c'est le texte que nous suivons, que toutes ces entreprises suivent depuis les années 2000. À partir de septembre 2015, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est un ensemble, en réalité, d'enjeux auxquels on fait face. Donc, on va retrouver toutes les problématiques sociales, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, la promotion de l'éducation, du travail décent, l'égalité entre les sexes. En gros, tout ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à atteindre est résumé dans ces 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui est à noter et ce qui explique que c'est le Global Compact qui vous présente ces objectifs de développement durable, c'est qu'à partir du moment où ils ont été signés par les 193 États membres, le secrétaire général de l'ONU a invité l'ensemble des acteurs de la société, c'est-à-dire les citoyens, les ONG, les collectivités territoriales, mais aussi les entreprises, à contribuer à ces 17 objectifs qu'on appelle aussi l'agenda 2030, car ce sont des objectifs avec des indicateurs chiffrés que l'on doit atteindre en 2030. Alors pour nous, ce qui est très important dans notre
travail et dans notre promotion, c'est d'expliquer bien comment une entreprise, un acteur privé, peut contribuer à ce qui correspond en fait à de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on va voir avec nos amis Fabien et Gilles. Donc, cette boussole, ces 17 objectifs, on va voir aussi que ça peut être une excellente façon de penser l'innovation. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que les entreprises ont été invitées à contribuer à ces objectifs de développement durable, à apporter leur pierre à l'édifice. Donc, ça veut dire poursuivre leur business, leur activité, en se posant la question de comment elles peuvent contribuer, comment elles impactent positivement ou négativement ces objectifs. Mais répondre à ces objectifs pour une entreprise, c'est aussi faire preuve d'innovation. Et c'est aussi investir dans la recherche et développement. Ce que je voulais partager avec vous, ce sont ces chiffres qui sont issus d'une étude qui a été faite par une commission sur le commerce et le développement durable, qui a chiffré les opportunités business que représente l'atteinte des objectifs de développement durable. Et on nous parle de 12 000 milliards de dollars par an. Alors bien sûr, c'est pour le monde, mais il n'empêche que c'est une somme intéressante. Et comment les entreprises peuvent bénéficier de ces opportunités business? Eh bien, c'est en apportant des réponses à tel ou tel objectif. Donc là, vous avez des exemples. Si on prend celui qui aujourd'hui est dramatiquement d'actualité, la santé, eh bien c'est toute la question de la télésurveillance, la télémédecine, du génome, etc. Donc pour nous, il est central cet agenda parce que y contribuer, c'est bien sûr contribuer à l'intérêt général, faire en sorte que des moments comme ceux qu'on est en train de vivre, eh bien on essaie à minima de les réduire, si ce n'est de les éviter. Mais c'est aussi pour une entreprise être dans son cœur de métier, c'est-à-dire avoir une activité business et développer des marchés. Et donc surtout innover, ce qui va être le sujet de tous nos échanges. Et alors, nous, ce qui nous frappe avec cette crise, c'est qu'évidemment, elle accélère la nécessité d'innover, mais pas n'importe comment. Et puis surtout, du point de vue du Global Compact, elle met en exergue 3 éléments qui nous semblent vraiment essentiels. Le premier élément, c'est que on est interconnecté. On est interconnecté à un degré inimaginable. C'est-à-dire que une poignée de main qui s'est donnée à Wuhan quelque part au mois de novembre, décembre, a un impact direct sur ma vie, sur vos vies, sur la vie de millions d'habitants dans le monde et de façon plus ou moins dramatique selon les pays dans lesquels on est. Donc, premier vraiment élément, c'est cette interconnexion. Et cette interconnexion, évidemment, on le voit bien, elle existe aussi dans nos entreprises. Ce sont les chaînes de valeur, c'est combien on est complètement reliés les uns aux autres. Et donc, on doit avoir une attention comme ça, les uns aux autres. Le deuxième point que cette crise montre, et c'est ce que montre l'agenda 2030, c'est que toutes les thématiques, tous les enjeux sociaux, de santé, d'éducation, d'égalité homme-femme, climatique, de biodiversité, tout ça est relié et on ne peut avancer aucun de ces sujets sans penser à l'interconnexion des autres. Et on le voit bien aujourd'hui, alors que voilà, notre économie était pratiquement à l'arrêt. Et le dernier point qui est aussi révélé par l'agenda 2030, mais par cette crise, c'est on ne pourra pas sortir de celle-ci à moins d'avoir une coordination, une réponse, presque une gouvernance mondiale. On est, par notre interconnexion, complètement dans l'obligation de travailler sur un plan mondial. Voilà, donc aujourd'hui, on va rentrer dans notre phase 2. On va, ça y est, commencer à reprendre le chemin de nos bureaux pour certains, et puis surtout, les entreprises vont reprendre leur activité. Et
c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. On a une voie qui pourrait être business as usual, avec tout ce qui s'ensuit, ou on peut aller vers le sens de l'innovation et contribuer aux 17 objectifs de développement durable qu'on appelle l'agenda 2030. Voilà. Alors, on a la chance avec nous d'avoir Fabien, Mathieu, Gilles Vermaux-Desroches, qui sont les auteurs d'un ouvrage qui s'appelle Profit and Planet, qui a été quand même assez prophétique, qui est paru au mois de janvier, et puis qui vont partager avec nous comment on peut concilier finalement cette activité économique et notre survie, cette survie de la planète, des écosystèmes, des humains, et surtout en quoi l'innovation est clé et comment elle va nous permettre de sortir de la tension qu'on a toujours eue et qu'on a toujours opposée entre environnement, écosystème, etc., et économique. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, pour commencer, pour rentrer dans le débat, je vais demander peut-être à Fabien, qu'est-ce que, selon toi, cette crise met en exergue comme en termes d'opportunités pour l'innovation, Fabien? Oui, je me remettais juste mon micro. Merci Fela et merci pour cette introduction. Je pense que ça introduit absolument bien le sujet. En fait, aujourd'hui, quand on pense innovation et réconciliation de Profit and Planet, et l'argument qu'on développe avec Gilles dans le livre aussi, qui contient énormément de choses par rapport à la reconnaissance de l'innovation aujourd'hui comme étant quelque chose qui doit être durable, impactant socialement, en lien avec, je dirais, un impact environnemental, social. Et cette innovation, elle peut vraiment faire le lien entre les contraintes, je dirais, du profit et de la définition traditionnelle qu'on peut avoir du profit monétaire, et en même temps le bien-être des gens, le bien-être, le bien commun, la santé de la planète, la santé des individus. Et en fait, sur le fait que cette crise aujourd'hui a vraiment un facteur accélérateur, c'est-à-dire sur cette prise de conscience, sur la prise de conscience des entreprises de leur impact sur le bien commun, sur l'environnement, sur la santé des êtres humains. En fait, quand on raisonne aujourd'hui sur des projets d'innovation, quand on est une entreprise et qu'on se pose la question, comment je dois décider de ces projets-là? Il y a 20 ans, il y a 15 ans, on regardait une profitabilité très financière, on regardait ce que ça pouvait contribuer en cash, on modélisait quelque part de se dire avant de lancer ce projet d'innovation en faisant une valeur actualisée nette pour se dire est-ce que ça va me générer du cash. Aujourd'hui, en fait, cette innovation, pour être reconnue, on sait qu'elle va s'adresser à un marché, d'autant plus dans un environnement très incertain, où on a beaucoup de difficultés à la quantifier. Et en fait, elle doit forcément se complémenter par des critères d'évaluation qui sont liés aux objectifs de développement durable que tu as présentés, qui doit s'inspirer de tous ces critères-là pour justement essayer de la qualifier, d'avoir des processus de décision au sein de l'entreprise qui permettent de pouvoir décider d'une innovation, pas seulement sur un critère purement financier, mais également qui inclut la contribution sociale, le bien-être, le bien commun, la santé, l'impact environnemental. Et ça, c'est quelque chose qui est, en termes de tendance, qui s'est beaucoup accéléré pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on le voit aussi dans pas mal de publicités qu'on voit aujourd'hui sur des entreprises qui n'avaient pas l'habitude de communiquer, mais qui communiquent sur le fait qu'elles sont établies localement, qu'elles mettent bien en avant leur impact social. Donc, on voit en même temps une forte communication externe par rapport à cette raison d'être, le pourquoi de l'existence et pourquoi j'existe en tant qu'entreprise et comment je contribue à la planète et au bien commun. Donc, on est vraiment dans ce sujet-là sur une accélération de la prise de conscience. Et en même temps, je dirais, pour répondre à cette question, la deuxième tendance qu'on voit, c'est que ça catalyse l'exigence quelque part des citoyens, l'exigence, le besoin d'avoir une vision qui soit politique, une vision d'entreprise qui sorte du court-termisme. Et c'est vraiment que c'est aussi un argument qu'on développe dans l'ouvrage, c'est-à-dire comment on réussit à avoir plus de durabilité. On le voit bien aujourd'hui sur le revirement politique au niveau de l'État qui commence à parler d'un plan long terme,
plan de relance, en effet. On le voit dans l'automobile où on se dit, bah, le plan de l'automobile, il y a aussi des systèmes d'incentive sur des véhicules plus verts, plus durables, mais également, je dirais, sur l'impact, cette tendance sur ce que les consommateurs exigent, ce que les travailleurs exigent, ce qu'on demande aux marques. On demande aux marques d'être plus saines, de produire plus localement. Le travailleur va demander à son employeur, va être exigeant vis-à-vis de son employeur sur la politique de développement durable, sur la conformité avec ces exigences de développement durable. Donc en fait, aujourd'hui, cette crise, elle a un effet, je dirais, un peu bénéfique en termes de catalyste sur ces tendances-là, et qui fait que la communauté, quelque part, elle appelle à une innovation back to basics, ce que j'appelle ça. C'est-à-dire quand on imagine la pyramide de Maslow telle qu'on le voit, on était très dans l'accomplissement de soi jusque-là, où on se disait, bon, on s'accomplit, mais au final, on voyait qu'il y avait un manque parce qu'on avait l'impression, en même temps, on détruit une partie du climat, on ne pense pas toujours au bien-être des gens, et quelque part, on revient à des besoins physiologiques nécessaires de santé, comme tu pouvais l'exprimer tout à l'heure, qui prennent tout leur sens. Et donc, quelque part, on a vu aussi des entreprises qui changeaient leur mode de production. En effet, comme opportunité pour l'innovation, cette crise, elle apporte un effet accélérateur, un effet catalyseur d'une communauté générale, d'une société qui va appeler à une innovation plus durable, une innovation back to basics, une innovation où les besoins humains essentiels doivent être considérés, plus que de se dire bah, c'est un profit financier pour aller trouver un marché. Ça trouvera naturellement son marché, parce que si une innovation contient cet impact social, environnemental, humain, elle trouvera nécessairement son public. Et on le voit dans toutes ces initiatives aussi locales qui ont pu se développer pendant cette crise du Covid. Oui, petit détail technique. Oui, d'accord. Donc, vraiment, pour les entreprises, c'est à la fois la prise de conscience qu'il faut changer de modèle de prise de décision. C'est aussi ce que tu dis, c'est surtout les attentes des consommateurs qui ont changé. On est pratiquement sur un glissement de nos valeurs. Alors, et qu'il faut prendre en fait en compte aussi le long terme. D'accord. Alors, Gilles Vermaux-Desroches, directeur développement durable Schneider Electric, vice-président du Global Compact, avec une entreprise qui est vue comme pionnière sur l'engagement par rapport aux ODD. Qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à cette crise et de façon générale, qu'est-ce que cet engagement a apporté à Schneider pendant ce temps? Alors, merci beaucoup pour me donner ainsi la parole. Schneider Electric, au fond, c'est une entreprise qui a depuis longtemps organisé sa gouvernance, son mode d'innovation, d'animation de l'entreprise autour de la planète, avec des équipes qui, depuis assez longtemps, fonctionnent de manière digitale. Un comité exécutif avec des présences sur tous les continents. Donc, on peut dire que cette crise nous a poussé à amplifier encore cette logique, mais que l'entreprise y était prête et qu'elle avait les outils adaptés à ce mode de fonctionnement. C'est la première chose. Au fond, cette crise, nous, on l'a vécue par vagues successives. Pour ceux qui ne savent pas, au fond, le métier de Schneider Electric est de mettre sur le marché des briques technologiques qui mêlent management de l'énergie et digital pour le faire de plus intelligemment possible et accroître l'efficience dans l'usine, dans une ville, dans un bâtiment, à la maison, réduire la consommation énergétique, améliorer le confort et la sécurité d'usage de toutes les énergies, et particulièrement de l'électricité, parce que ce digital est indispensable pour accueillir au sein des réseaux électriques les énergies renouvelables et organiser leur contribution en réduisant les émissions de carbone. Au fond, cette crise que je dis avoir vécu de vagues successives, Schneider est une entreprise assez bien organisée avec un tiers de son chiffre d'affaires en Asie, un tiers en Europe, un tiers en Amérique et puis 10% pour être rapide en Afrique. On l'a déjà vécu avec nos collègues chinois et puis après les vagues sont passées en Europe, sont aujourd'hui aux États-Unis et on sait l'inquiétude qu'on a pour
l'Amérique du Sud et pour l'Afrique. Cette crise, elle nous a permis d'accroître, je crois, la confiance dans l'entreprise, la confiance des acteurs les uns avec les autres, parce que le mode d'organisation est différent, la nécessité d'intervention est plus rapide, et j'insisterai sur ce mot de confiance entre nous et aussi pour être le partenaire des autres. Et puis, j'ai envie de dire que cette crise, mais Fabien l'a dit, est profondément pour tout citoyen et pour tout acteur d'entreprise une recherche de sens. Au fond, Schneider Electric, je pourrais mettre en quatre points comment on a vécu cette crise. Le premier, je crois, et c'est un dit essentiel pour les entreprises, c'est de s'occuper déjà de ses collaborateurs dans le cadre des enjeux du Global Compact, des objectifs du développement durable. Schneider Electric a accru et intensifié une politique sociale dans le monde entier qui peut apparaître faible quand on est en France, mais dans beaucoup de pays du monde, le niveau n'est pas le même, dans lequel chaque collaborateur pouvait prendre du temps s'il était malade, si quelqu'un de sa famille était malade, et du temps dans lequel il serait payé et accompagné par Schneider Electric, et puis tout un paquet de démarches pour être à la hauteur du sujet, par des formations digitales par exemple, mais aussi par nous-mêmes, nous prendre en main pour produire sur chaque continent, et maintenant on le fait pour l'Europe à Poitiers, des masques pour l'entreprise, mais aussi pour nos partenaires et pour les États où on intervient. Vous savez aussi que Schneider Electric a eu des démarches pour mettre sa capacité industrielle au service de projets. On a contribué en France avec Air Liquide, PSA et Valeo à produire 10 000 respirateurs pour la France et d'ailleurs aussi pour l'étranger, qui auraient été profondément utiles en France si on était encore au niveau du pic aujourd'hui. Peut-être qu'ils le sont moins au moment des annonces du Premier ministre, mais globalement, on a su se mobiliser sur cette démarche-là et y compris mobiliser nos fournisseurs. Le troisième point, c'est que quand je dis que c'est porteur de sens, c'est qu'on a probablement mieux découvert à quoi nos solutions servent dans les hôpitaux, dans des usines réputées cruciales pour l'activité, dans les data centers, très consommateurs d'énergie, et puis sur le réseau. Et les équipes de Schneider et toutes nos usines sont restées ouvertes pendant toute cette crise pour produire les solutions qui permettaient de garder le niveau important. Et puis, troisième point, je crois qu'une entreprise, c'est aussi ses hommes et ses femmes. Et on a construit, vous pouvez le retrouver sur Internet, un plan d'engagement dans tous les pays. Il est actif dans 70 pays, qui s'appelle Tomorrow Rising Fund, où avec les collaborateurs de Schneider Electric, on a trouvé des projets locaux pour accompagner les personnes en grande vulnérabilité, mais aussi pour relancer l'éducation, parce que à la suite de ces crises, les jeunes qui sont dans des situations de pauvreté ou de vulnérabilité, personnellement ou avec leur famille, s'ils ne retournent pas rapidement à l'école, n'y retourneront jamais. Et donc, on a eu cette démarche. Et le dernier point, c'est une logique dans laquelle on est très engagé aujourd'hui pour participer à la construction de ces rebonds que les pays veulent mettre en œuvre. Moi, ce que je dirais, et qui va changer la stratégie de Schneider et le métier de Schneider dans les mois qui viennent, c'est que il me semble que les points fondamentaux que l'innovation va devoir prendre en compte dans la manière de se penser, dans la réponse aux besoins exprimés, mais aussi aux besoins non exprimés. Le premier, c'est comment le digital a profondément changé dans la tête des gens et comment beaucoup s'y sont formés. Cet outil d'aujourd'hui en est un exemple. Mais imaginons chacun d'entre nous la même crise il y a 10 ans. La vie aurait été profondément différente. Chacun d'entre nous a été capable d'accepter un manque de farine, de bière, de pain ou de je ne sais quoi qu'il n'y avait pas dans le linéaire, n'a jamais eu de manque pendant ces 3 mois de data et de capacité de communication avec les autres. Eh bien, il y a quelques années, ça aurait été le cas, d'une part, et probablement que ce manque-là aurait été pire à vivre que l'ensemble des autres manques. Premier point, on a une relation différente avec le digital et le digital joue aujourd'hui un rôle clé dans l'innovation pour la conduire vers l'économie circulaire. Je pourrais y retourner après. La deuxième chose qui va impacter nos entreprises et l'activité d'une entreprise comme la mienne, c'est le goût du local, l'envie, on parle de relocalisation pour des raisons stratégiques, mais on voit aussi que cette question du local est un sujet important. Et puis, ces choses-là, c'est les fondations, me semble-t-il, du mot le plus important que cette crise va remettre en haut du panier.
c'est la question de la santé et au fond l'acte d'achat, la manière de vivre, les choix qui vont être faits probablement maintenant et peut-être pour un bout de temps et pour toutes les générations. Personne n'oubliera la question de sa santé, de l'importance de la protéger, y compris dans les achats, comme je le disais, des activités qu'on fait. Et je pense que ces points-là sont à conjuguer. L'innovation ne vient jamais d'un seul point tout seul. On ne prend pas un sujet et on innove. L'innovation, c'est le fruit de la confrontation de sujets qui ne se sont jamais mis ensemble. Se nourrir et le digital. On voit toutes les logiques qui ont été créées sur le sujet, l'application Yaka, etc., etc. Et donc, avant cette crise, on rentrait déjà dans un monde qui quittait le linéaire pour rentrer dans un monde circulaire, où le plus important était de ne pas gaspiller les ressources, parce qu'on allait en manquer à cause de la croissance de la population, etc. Les challenges qui existaient avant existent après, mais probablement que cette crise a accéléré j'allais dire, l'interdépendance entre le social et l'environnemental. On aurait parlé de ces sujets il y a 10 ans, il y aurait eu un sujet social, puis un sujet environnemental. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc, on va pousser nos logiques d'innovation qui sont à la fois la conjugaison entre la volonté, la nécessité de changer et de mettre quelque chose de neuf sur le marché, sinon on stagne, et puis aussi certainement la question du risque, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans risque. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, on retiendra que avoir déjà des outils de travail digitalisés, c'est quand même une grande force en ce moment. Mais ce qui est très important, et c'est peut-être ce qui fera la différence pour les entreprises, c'est la confiance qu'ont les collaborateurs, les partenaires, l'écosystème dans l'entreprise. Et ça joue un rôle très important dans la sortie de crise. Alors, on a fait un tour du côté d'une grande entreprise très engagée. Ce serait intéressant aussi de voir, est-ce que les PME, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce qu'elles peuvent, elles aussi, est-ce qu'elles doivent, elles peuvent continuer à investir dans l'innovation? Comment elles peuvent le faire? Et Fabien, on aimerait bien t'entendre dessus. Oui, déjà, je voudrais dire que l'exemple de Schneider est relativement inspirant et je pense qu'on soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, on a différents bouts qu'on peut essayer de prendre aussi dans ce que dit Gilles pour pouvoir essayer de l'implémenter à son échelle. Et maintenant, le sujet est sur cette question-là. En effet, dans une période de crise où on peut avoir tendance à vouloir réduire les coûts, c'est un vrai challenge, c'est une vraie balance. Les deux ne sont pas antithétiques en fait. Le point de l'innovation, ça va nécessiter forcément un investissement. Je pense que ce que les petites entreprises doivent aussi avoir en tête, mais comme les grosses l'ont aussi, mais peut-être qu'elles sont plus structurées pour avoir des automatismes et des systématiques par rapport à ça. C'est d'avoir en tête la fiscalité incitative. Déjà, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pendant cette crise, sûrement des bonnes mesures, des mesures rapides qui ont été prises par des gouvernements. Alors le gouvernement français les a prises pour avoir une restitution du crédit impôt recherche relativement immédiate, de pouvoir avoir une extension des délais de déclaration jusqu'au 30 juin pour permettre notamment peut-être à des plus petites entreprises qui connaissent pas tous les dispositifs incitatifs d'être des primo-déclarants, de pouvoir bénéficier de conseils pour pouvoir aller bénéficier de ces aides, et qui sont pleinement justifiées parce qu'elles contribuent quelque part à la recherche commune qu'une société veut déployer. Il y a des dispositifs comme le crédit d'impôt innovation qui sont relativement adaptés aussi à des plus petites entreprises parce qu'elles sont peut-être un petit peu moins exigeantes en termes d'éligibilité au sens R&D, au sens recherche du terme, mais qui génèrent de l'innovation dans des petites structures. Je pense également à des sujets de subventions. On a vu pas mal même de publicités BPI. On les voit à la télé. Il y a des subventions, il y a des aides qui sont mises en place pour justement faciliter l'investissement, l'innovation, que ce soit crise ou hors crise, auprès de ces entreprises. Il y a les grands projets européens, et je pense tout à l'heure, Fela, tu parlais de toutes les thématiques que tu montrais sur les 4 piliers. Très clairement, on les retrouve également dans les programmes cadres européens, dans le montage des partenariats. Donc en fait, ça, il n'y a pas forcément de critères de taille. Une petite entreprise peut aussi
trouver des subventions, elle doit se faire aider, c'est sûr, de pouvoir monter ces projets, mais à partir du moment où on porte des projets qui contiennent cette recherche, qui contiennent cette innovation, qui contiennent cette envie de changer quelque part, de bousculer un peu les frontières technologiques, je pense qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place et des dispositifs. Juste pour en rajouter un qui me vient à l'esprit et qui est relativement nouveau, des gens qui sont porteurs également de brevets aujourd'hui peuvent bénéficier, il y a un nouveau dispositif qui est en place, et de se dire comment bénéficier d'une aide liée en même temps aux revenus de ce brevet, que ce soit quand on cède un brevet, quand on exécute, ce qui fait les revenus qui sont liés à certains brevets. Donc en fait, il y a tout un système aujourd'hui d'aide qui s'applique pas seulement aux grandes entreprises pour pouvoir innover, qui s'applique aux petites entreprises et qui vont faciliter cet investissement. Pour ça, il y a des fois, il faut avoir accès, il faut les comprendre, il faut les connaître, et donc c'est essentiel de pouvoir s'informer, de pouvoir se faire aider aussi pour aller plus loin dans la connaissance et donc dans l'application de ces mesures-là. Mais il y a bien des mesures qui existent, même pour les petites entreprises, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, donc elles doivent, mais surtout elles peuvent, et il y a tout un système qui peut soutenir leur investissement. D'accord. On aimerait revenir sur cette question de l'innovation, Gilles, et sur comment on peut concrètement faire vivre ensemble la réponse à l'intérêt général d'un côté, tout en étant un accélérateur de la reprise économique, Gilles. Moi, je crois même que ça n'est possible que si on est les deux à la fois. C'est-à-dire, si chacun d'entre nous se confronte, on a aujourd'hui une réflexion post-Covid qui s'inscrit dans un parcours d'innovation des entreprises, et puis animé par Felem Alayen qui anime le Global Compact. Au fond, dans le Global Compact, et si on va aux 17 objectifs du développement durable, on invite chaque entreprise à se confronter à des sujets dont elle n'a pas l'habitude. Ça n'existe pas, l'innovation, où on se réveille un matin, on se met tous dans une pièce, on se connaît très bien, on sait ce qu'on fait, et on dit comment on va le faire mieux. Bon, alors peut-être qu'il peut y avoir des bonnes solutions, mais l'innovation a toujours une question de disruptivité, a toujours une question liée à des enjeux auxquels on veut répondre, et bien souvent, on innove plus lorsqu'il y a des contraintes extérieures que lorsque tout est possible. J'ai envie de dire, sur les contraintes, on vient d'en gagner quelques-unes en quelques mois, qui sont pas agréables. Hein. Quand l'OIT publie hier qu'un sixième des jeunes de la planète viennent de perdre leur emploi, on voit bien que ces contraintes vont avoir des conséquences sociales très complexes et pas faciles à gérer. Mais je reviens à mes 17 objectifs du développement durable. On peut mal les utiliser et qu'ils ne soient pas efficaces en innovation. C'est dire, tiens, il y en a 17, il y en a quelques-uns qui me correspondent très bien, je fais déjà ça, et donc très bien, je vais dire, moi, je m'investis sur cela, c'est mes priorités. Et bien moi, j'ai envie de vous dire que dans un esprit d'innovation, il faut surtout s'investir sur ceux qui vous sont très loin. Il faut surtout se dire, tiens, je ne sais pas quoi dire quand je suis l'entreprise X à propos de la question des océans. Ça ne me concerne pas. Et au fond, on va découvrir que non, il y a beaucoup de raisons dont ça concerne, la manière de faire voyager ces produits, la vitesse, et donc derrière ça, la manière de gérer et la question du stock et la question du transfert. Peut-être la manière de contribuer à faire évoluer le transport, de vivre autrement les choses, etc., d'enlever le plastique d'usage simple. Vous voyez, en prenant un des ODD dont tout le monde se dit c'est très très loin de nous, on sait dans chaque entreprise, et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions, trouver des raisons d'y travailler. Et donc j'ai envie de dire que, à nouveau, cette innovation qui est au cœur de l'évolution du monde, vous savez, si on avait à travailler sur les engagements que les uns et les autres ont pris, et qu'on prend aujourd'hui pour 2050, et certains disent mais ça n'est pas possible de prendre cet engagement pour 2050, nous n'avons pas les solutions pour faire ça. Mais on doit être intelligent et réfléchir que
Qui a réfléchi à ce qu'il allait faire dans les 10 ans en 1990, a réfléchi sans l'apport d'Internet et des boîtes mail et de la manière de communiquer qui a été centrale dans la mondialisation des entreprises. Qui a réfléchi 5 ans plus tard n'avait pas dans son radar le fait que rapidement, par la téléphonie mobile, il allait changer le mode d'organisation et tout le monde disait non, la téléphonie mobile, c'est pour quelques happy few. Aujourd'hui, nos grands-parents, pendant le Covid, l'ont utilisé pour rester en lien avec leur famille. À l'an 2000, personne n'avait l'idée de l'émergence telle qu'elle est arrivée 4 ans après du numérique dans la communication, dans la photographie, etc. Vous voyez, à côté des engagements, probablement que l'innovation a plus transformé le monde que les engagements que chacun avait pris. Je ne dis pas aujourd'hui que nous ne devons pas prendre d'engagement. Mais si on prend un autre sujet qui est proche de Schneider Electric, il y a 10 ans, 12 ans maintenant, tout le monde disait non mais le solaire, c'est sympathique, c'est pour quelques happy few, mais au regard du prix du solaire par rapport aux autres générations énergétiques, et puis au moment où on va générer de l'électricité, ça ne marchera jamais. Le solaire est aujourd'hui 15 fois moins cher qu'il y a 12 ans. Il est à parité partout dans le monde. Et par le digital, la connexion des machines, on arrive à en faire en sorte que offre et demande se connectent le plus possible et probablement demain arriveront à, même pour beaucoup d'usages sans passer par la batterie, à organiser autrement le réseau que celui tel que nous pensions linéairement, on produit loin, on transfère, on va consommer. L'innovation est ce qui me rend, moi, optimiste sur la capacité de répondre aux défis qui sont devant nous. Ceux du court terme, incluant biodiversité, migration, pauvreté, ceux du long terme, incluant climat. Sans l'innovation, malheureusement, et on le voit d'ailleurs durant cette crise, le fait que quand on voit comment on a été confiné et que les émissions carbone descendent et diminuent de si peu, on voit bien que c'est autre chose qui permettra de répondre à l'enjeu. C'est autre chose, il passe par le risque, la volonté, l'engagement, lequel est accru dans les millennials, et au fond, innovation et millennials, c'est important. Il m'arrive de dire dans d'autres endroits, c'est pourquoi dans toutes nos entreprises, on doit aussi faire le lien entre ces deux-là. Vous savez, Einstein, on le représente toujours vieux avec des cheveux blancs. Il n'a jamais inventé des choses que quand il était très jeune. C'est vrai aussi de Pasteur. On pourrait prendre des dizaines d'exemples. Toutes les innovations disruptives, et particulièrement celles du numérique, sont nées dans la tête de gens qui avaient entre 15 et 30 ans, et pas du tout avec le fruit de la sagesse et de l'expérience qui était le leur 30 ans plus tard. Et donc, il me semble que on doit pouvoir, dans cette crise, alors même que l'on met souvent, malheureusement, les jeunes sur le bas du chemin, comme si avoir le temps devant soi méritait moins d'importance et moins d'accords et moins de soutien que en avoir beaucoup moins. J'ai pas dit qu'il fallait pas soutenir ceux qui en avaient beaucoup moins, mais je pense qu'on serait tous intéressés de voir que ces jeunes qui pensent différemment parce qu'ils sont nés avec le numérique vont probablement transformer le monde de cette logique linéaire à circulaire, et que l'innovation est le seul sujet qui nous fera passer les crises qui viennent, dont on connaît la taille, et qui permettront de vivre, de consommer différemment. Ça n'empêche pas qu'à côté de l'innovation, une certaine sobriété d'usage sera aussi requise pour pouvoir être à la hauteur. Oui, donc c'est vraiment l'innovation, c'est vraiment le questionnement autour des 17 objectifs de développement durable qui aujourd'hui sont une nécessité très forte auquel il faut répondre, qui permettra l'innovation. Et Gilles, évidemment, c'est les jeunes toujours. Bon, c'est toujours un peu vexant pour ceux qui le sont moins, mais on l'a bien entendu. Mais surtout, vous lisez celui-là. Hein. Voilà. Donc, alors, justement, on a parlé du digital, mais Fabien, est-ce qu'il y a d'autres innovations, d'autres technologies de rupture qui peuvent aider ces solutions durables? Alors oui, c'est sûr. Déjà même, je pense qu'au-delà de parler de technologie de rupture, on s'est aperçu sur on va dire des vieilles technologies. Et Gilles en parlait aussi un peu sur le e-commerce local qui a pu se dérouler lors de cette crise avec
des fermiers, des agriculteurs, des bouchers qui se sont mis à réaliser des commandes, à réaliser des livraisons dans des écosystèmes assez locaux et quelque part sur des technologies, déjà sans parler de technologies de rupture ou de nouvelles technologies, on se retrouve à avoir un peu une utilisation différente de technologies existantes et de les pousser jusqu'à quelque part leur maximum. On a vu, je pense, pas mal de gens agréger en même temps différents petits commerçants pour faire un mini e-commerce local. Ces applications, on avait même vu des maires qui se sont mis à faire de l'innovation parce qu'eux-mêmes ont contacté ces startups, ces entreprises pour justement dire bah, votre technologie est intéressante, comment est-ce que vous la déployez ici, on est en Seine-et-Marne, mais moi en Bretagne, j'aimerais bien aussi déployer la même chose pour ma commune et pour aider mes commerçants. Donc on a vu en même temps les pouvoirs publics qui se sont saisis quelque part de ces innovations technologiques qui étaient déjà existantes, mais qui ont permis cette accélération. Bien sûr, au-delà de la crise, il y a en effet des technologies de rupture qui aident les entreprises à concevoir des solutions durables. Gilles parlait de l'énergie, je pense qu'il est beaucoup mieux placé que moi pour parler de ces sujets-là. Mais c'est vrai que quand on pense sur de l'efficacité énergétique, comment je dirais la génération, le partage de l'énergie avec des technologies qui peuvent être comme de la blockchain, qui peut permettre justement d'avoir de la fluidité, de l'efficacité dans des réseaux, dans des transactions, dans l'échange avec les gens. Cette transparence qui est de plus en plus nécessaire et que demandent les gens. En effet, il y a des technologies de rupture qui peuvent aider les entreprises à concevoir, à innover des solutions beaucoup plus durables liées à des sujets vraiment qui impactent directement la vie des gens. C'est vrai aussi sur la santé. Mais Gilles a sûrement aussi d'autres exemples à partager. Écoutez, ce que je vous propose, je vous remercie infiniment tous les deux. Ce que je vous propose, c'est de rapidement faire une conclusion très synthétique pour garder quelques minutes d'échange avec nos participants. En gros, pour faire simple, on va se dire qu'on est à un point de bascule, qu'il faut décider entre le business as usual et l'innovation et qu'en fait, c'est déjà décidé, que s'interroger en tant qu'entreprise sur son impact et sa possible contribution à l'intérêt général aux 17 objectifs de développement durable, bien c'est s'assurer de sa propre pérennité économique, mais aussi innover et le faire intelligemment avec ce que disait avec les jeunes, ce que disait Gilles. Voilà. Alors il y a vraiment quand même une urgence. Hein. L'agenda 2030, on doit l'atteindre dans 10 ans. On a beaucoup de voyants qui sont au rouge, mais justement cette voie de l'innovation, comme disait Gilles, c'est vraiment une force et un optimisme. Donc nous, on vous invite à passer à l'action. On vous invite bien sûr à rejoindre le Global Compact, mais à aller fouiller l'ensemble de ces sujets. Voilà, donc un grand merci. Je vais prendre les questions. Vous voyez que vous avez tous un chat dans lequel vous pouvez nous écrire vos questions. Je vois qu'il y en a déjà une ou deux qui sont arrivées. Et la première question que je vois, c'est comment concrètement, quelles sont les premières étapes justement pour passer à l'innovation. Et là, je vais plutôt avoir besoin des experts, peut-être Fabien, Gilles. Oui, peut-être disons dans une démarche, si la question est de se dire dans une démarche d'innovation, mais vertueuse avec d'innovation durable, je pense que la première chose, c'est de s'entourer, enfin sur de se dire, de s'entourer d'une communauté qui va pouvoir permettre, et à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, de réfléchir. On a parlé tout à l'heure de la raison d'être. Cette communauté au sein de l'entreprise, c'est de se dire, ce que font les autres, ce que font d'autres entreprises modèles. Gilles a parlé tout à l'heure de ce que faisait par exemple Schneider Electric. Chaque entreprise a des super bons exemples à partager. Et de faire partie d'une communauté de partage, que ce soit en étant
adhérant au Global Compact, que ce soit en se faisant aider de conseils, que ce soit en partageant dans des communautés locales avec d'autres entreprises qui ont déjà appliqué des choses. C'est une première démarche, à mon avis, qui est à employer. Ensuite, quand on pense à ces projets d'innovation, pour revenir peut-être sur des éléments que je disais au début, et désolé pour le redite, mais c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui je sors de ce critère financier qui a une vue peut-être court-termiste par rapport à l'innovation et en même temps qui est forcément biaisé dans un monde incertain où on ne peut plus quantifier les innovations de la même façon que ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans. On est dans un environnement tellement incertain aujourd'hui, et cette crise-là nous le prouve encore plus sur la volatilité, sur la complexité de notre monde. On ne peut plus quantifier les choses de la même façon, donc il faut à tout prix se complémenter avec d'autres critères. Nous, on propose de pouvoir les complémenter avec des critères qui sont issus et qui sont spécifiques à chacune d'entreprise, mais issus des ODD, donc ou des SDG, de telle façon à s'inspirer sur chacune des entreprises sur des critères de décision qui sont clés. Et ça, c'est une démarche qui est essentielle. Et je dirais ensuite faire participer les gens en interne. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie qui ont envie d'innover en interne. Et que par le passé, et les entreprises qui n'ont pas forcément su se renouveler, c'est aussi parce qu'elles faisaient moins participer les gens en interne, moins sur cette prise de parole, sur les volontés, faire en sorte que les volontés ont envie de s'exprimer. Quand vous lancez un nouveau projet et que d'un coup, vous avez plein de volontaires qui lèvent la main et plus de volontaires que de besoins, c'est un premier bon signe que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous faites jamais cet appel à volontaires et que vous décidez dans un organe de direction, tiens, on va mettre ça, à un moment donné, les gens se sentent moins libres de s'exprimer. Et cette innovation, comme le disait Gilles aussi, notamment de la part des jeunes qui sont des digital natives, ils vont pouvoir l'exprimer beaucoup plus pleinement si on favorise et si on crée cet écosystème pour favoriser cette innovation. Pour cette démarche, concrètement, il faut commencer par ce mindset et se faire aider par le Global Compact, des conseils, des entreprises autour, s'enrichir de toutes ces expériences est absolument nécessaire pour changer d'état d'esprit. Gilles, pardon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point des étapes clés et de… Oui, alors je serais plus… Oui. Non mais j'ai bien peur d'enfoncer des portes ouvertes. Vous savez, quand vous prenez le train en Italie, je souhaite qu'on puisse le refaire prochainement, dans tous les trains en Italie, il y a marqué sous la fenêtre il est interdit de se pencher. L'innovation, c'est exactement le contraire. C'est ouvrir la fenêtre et se pencher dans la vie du monde. Surtout aujourd'hui où on voit tout l'enjeu de la raison d'être de l'entreprise et l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui s'interrogent profondément à ce que l'entreprise apporte au marché, ce qu'elle va transformer. Je crois qu'il y a nécessité de se pencher. Et on a beaucoup parlé de l'innovation technologique ici. Il ne faut pas oublier que l'innovation des business models, quand on parle d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité, on peut par exemple considérer que le Vélib n'est pas une innovation. Mais la manière de mettre le Vélib dans la ville, de vivre autrement la relation à son vélo, de passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage, c'est une innovation. Et donc l'innovation, j'ai envie de dire, c'est un ensemble de réflexions dans lequel on embarque des contraintes souvent nouvelles, on les réfléchit ensemble, et pas une par une séparément, et puis on laisse voguer la volonté, le risque, un grain de folie. Les jeunes en ont plus que les autres, même si chacun peut en avoir un peu et que on a à apporter quelque chose à la société à chaque moment de sa vie, pas toujours la même chose, et que je partage profondément ce que dit Fabien. L'innovation, c'est enlever le verrou. Et c'est croire que tout le monde peut le faire. Et pas seulement qu'il convient d'avoir le beau diplôme pour être très innovant. Le beau diplôme, il peut servir à beaucoup de choses, pas forcément à être très innovant. Et donc, dans nos entreprises, dans toutes les structures associatives, d'entreprises, etc., on peut considérer que le champ aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, qui n'existait pas il y a quelques années, est aussi une innovation. Et donc, pour faire face aux questions qui sont devant nous, je crois qu'il y a cette nécessité de vouloir y participer et de ne pas le faire autrement, de préférer allumer une lanterne que maudire les ténèbres.
L'innovation, c'est quelle est la lanterne que chaque entreprise, chaque acteur peut donner, plutôt que dire, bah, ça y est, c'est fini, on a tout perdu, voilà. Et donc, y croire toujours. Super. Alors, il y a encore d'autres questions, mais on va en prendre une dernière. Et puis, on va clôturer. Et c'est une question pour toi, Gilles. Comment, chez Schneider, vous rendez perceptible par le client les caractéristiques vertueuses de votre produit et de votre démarche? Alors, chez Schneider Electric, on a aussi des innovations en termes de développement durable. Ceux qui nous écoutent peuvent, sur Internet, chercher à lire ce qu'est le Schneider Sustainability Impact. C'est un ensemble d'indicateurs, 21, pour lequel on rend compte de manière globale, en même temps que les résultats financiers, tous les trimestres. Dans ceux-ci, il y en a un qui s'appelle Green Premium. Green Premium, c'est au fond comment on embarque dans la valeur du produit le fait qu'on interroge nos fournisseurs sur les substances qu'ils mettent dans les parties des produits qu'ils nous vendent. On certifie toutes nos usines 14001 et on fait attention à la gestion de nos déchets. On supprime un certain nombre de matières. On éco-conçoit nos produits. On accroît leur durée de vie. On s'occupe de voir comment ils sont recyclés. Et probablement que dans un futur assez proche, d'ailleurs en cohérence avec ce qu'on vient de dire sur le Covid, on apportera un autre label à nos produits pour aussi engager toutes les logiques de responsabilité sociale et de prise en compte des droits humains chez nous et chez nos fournisseurs pour s'assurer que les 10 objectifs du développement les 10 principes du pacte mondial sont respectés dans toute la chaîne de production, pas seulement chez nous, et donner aux clients l'idée que le produit qu'il achète et qui est marqué Schneider Electric n'a nulle part utilisé de travail forcé, de travail des enfants, préférer des éthiques dans l'éthique entre les relations entre les différents acteurs. Donc voilà, je crois que ces référentiels dont on vient de parler, je les préfère quand ils sont universels et ouverts et partagés par tous plutôt que quand l'entreprise se les définit elle-même. Je crois que c'est important d'embarquer ça dans la relation client, pas seulement dans l'histoire de l'entreprise, même si quand c'est écrit, sa raison d'être, c'est important, mais aussi dans les produits et solutions qu'on met sur le marché, parce que, au fond, on sent qu'il y a des tendances, mais ce n'est pas les tendances qui font le progrès. Ce qui fait le progrès, c'est des actes précis, et c'est probablement un objectif qu'on prendra dans l'année. Super, merci beaucoup. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre webinaire. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec nous. On vous invite à vous rendre sur les sites internet Aiming et Global Compact France et Schneider, où vous retrouverez l'ensemble des propos qui ont été tenus, notamment aussi des exemples de ce que font les entreprises pour innover sur les 17 objectifs de développement durable. Et on espère, oui. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Fela pour Fabien et Gilles pour vos interventions de qualité. Alors, nous avons encore des questions, effectivement, et malheureusement, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. Cependant, ce que nous nous engageons à faire, c'est y répondre par email dans les jours qui viennent. Vous recevrez également un lien pour revoir le webinaire et avoir les slides de notre présentation. Donc, je vous dis encore un grand merci à tous puisque vous étiez très nombreux aujourd'hui et vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux et Fela peut-être changer de slide pour que vous puissiez voir toute l'activité de nos sociétés respectives. Je vous souhaite une excellente soirée et encore merci à Fabien, Fela et Gilles pour leurs interventions. Merci à vous aussi d'avoir participé. Au revoir. Au revoir. Merci.